Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue ou bien revenue à nouveau avec nous dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Si vous avez la marche funèbre qui joue en continu dans votre tête ou voir la marche de l'empereur dans Star Wars, sachez que c'est normal. L'équipe de France s'est fait sortir, on peut difficilement le dire autrement, très salement de cette Coupe du Monde après 2 matchs. Malheureusement, l'équipe, malheureusement pour eux, les joueurs vont encore devoir jouer des matchs, tout simplement parce que les phases de poule ne sont pas terminées, les matchs de classement, mais ils savent déjà que c'est fini pour eux cette année. Voilà, pour les sujets du podcast, on était obligé de revenir quand même sur la campagne. Là, c'était impossible de faire l'impasse. On va essayer de revenir en détail ce matin. Shai et Antoine, qui sont avec moi aujourd'hui, sont revenus déjà dessus dans le CQFR. Voilà, un petit peu à chaud sur les 2 matchs. La défaite face au Canada de 30 points en ouverture, puis la défaite sur le fil face à la Lettonie hier. Voilà, vous êtes revenus dessus. Là, on s'est dit qu'on allait revenir un peu plus en détail quand même sur ce... Bref, on a l'impression de faire dans le sensationnalisme, mais c'est dur de sortir des mots, en dehors du cadre de mots tels que fiasco, défaite. Enfin, c'est quand même, pour une équipe qui était ambitieuse, qui rêvait de jouer l'or mondial, sortir au premier tour, c'est vraiment très compliqué. J'ai envie de commencer comme ça. Shai, Antoine, après le CQFR, après, voilà, on est un petit peu plus à froid, après avoir vu aussi le traitement dont ont fait l'objet les Bleus, que ce soit parmi les médias ou même sur les réseaux sociaux. Quel est votre sentiment maintenant là, bon, tout simplement, voilà, quel est votre sentiment? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous êtes toujours sur l'énervement, l'incompréhension? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont permis de remettre un petit peu les choses en perspective? Comment vous voyez le truc? Ouais, honnêtement, j'ai toujours du mal à comprendre, même en analysant un peu les choses. On l'a redit ce matin, à chaque fois qu'on parlait de la compétition, de ce qu'on envisageait pour l'équipe de France, et je pense que c'était pas de l'arrogance c'était logique de les imaginer jouer une médaille, voire même la plus belle des médailles, vu la configuration du tournoi, vu le groupe qui a été formé. Alors, visiblement, on a été aussi peu inspiré qu'eux pendant ces deux premiers matchs et on s'est trompé. Je pense que c'est le truc qu'on retient, c'est que même quand je lisais des gens, on lisait aussi, on vous lisait dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disaient non mais ça peut jamais aller au bout, ou alors vous êtes trop confiant. Je comprends ça, mais même avec ça, j'arrive pas toujours à comprendre ce qui a pu se passer pour au moins passer le premier tour, quoi. C'est ça le truc. Parce qu'après ce premier tour, il se passait un million de choses. La défaite contre le Canada n'était pas invraisemblable. On savait qu'elle pouvait arriver. Mais celle qui a suivi et qui a entraîné l'élimination, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas plus qu'un premier tour. Il aurait sans doute fallu passer par l'Espagne. On sait à quel point c'est difficile après. Il y a plein de choses qui étaient... Mais ça, à ce premier tour, non. C'est toujours... Moi, personnellement, même si ça fait quasiment 24 heures, là, c'est toujours l'incompréhension et le choc. Et je pense que c'est un peu pareil pour les joueurs qui, eux... En plus, on a la double sanction de devoir rester sur place, de jouer des matchs sans le moindre intérêt, à part peut-être une forme d'honneur. Et encore, quand tu joues pour de la 17e à la 32e place, est-ce que c'est vraiment... Enfin, voilà. Je me mets aussi à leur place, ça doit être compliqué. Il y a plein de discussions et de choses qui doivent intervenir prochainement et ils doivent être à peu près dans le même état de choc et d'incompréhension que nous, je pense. Bah pareil, moi, le sentiment qui domine, ça reste quand même la déception, l'immense déception. Je pense que même que déception, c'est un euphémisme. Après, je pense que je suis sans doute influencé du coup par ce que j'ai vu lors des 2 matchs. Mais l'ironie, c'est que je ne fais pas un retournement de veste. Parce que moi, je voyais effectivement l'équipe de France aller très loin. Je pensais vraiment que l'équipe de France avait une chance de médaille d'or. Et là, avec le recul, et c'est pour ça que je pense que je suis influencé, il y a des choses où je me dis, ok, je vois là où des signaux que moi, par exemple, j'avais refusé de voir. Je pense qu'on a des individualités vieillissantes pour certaines. Je pense à Nicolas Batum. Je pense même à Nando De Colo, que j'ai encensé dans le dernier pod qu'on a fait avec Théo. Mais voilà, je pense qu'on a De Colo a fêté ses 36 ans quand même en juin dernier. Il y a alors, ça ne veut pas dire qu'il est plus bon. C'est pas ça que je suis en train de mettre en avant. Pareil, de la même manière, ça ne veut pas dire que Batum il est plus bon. Mais je pense qu'ils sont plus aussi beaux que ce que je ne veux les voir.
Pareil pour d'autres joueurs. J'ai vu cette équipe trop belle et avec le recul, j'arrive à m'en rendre compte. Et il y a ces soucis de rigueur qu'on a déjà vus, ces soucis défensifs qu'on a déjà vus l'an dernier. Tout ça, autant d'éléments, de lacunes. Je pense que le manque de rigueur, le manque d'intensité, le manque de solidité défensive, les balles perdues, je le répète, je l'ai dit dans le CQFR, 20 contre la Lettonie, 17 contre le Canada, c'est pas un défaut nouveau. Ça rentre un peu toujours dans ce manque de rigueur, dans ce manque d'application. C'est des choses qu'on avait déjà vues, donc sur lesquelles j'avais moi personnellement fermé les yeux, mais c'est pas une lacune nouvelle de l'équipe de France. Je vais vous lire une déclat de Vincent Collet, parce que je pense que ça lance sur quelque chose d'intéressant. Ça concerne l'humilité. Pareil, c'est quelque chose que personnellement, voilà, j'avais pas en tête avant de penser que l'équipe de France pouvait aller chercher l'or. Je trouve que c'est très intéressant. Donc il revient sur l'échec et il dit ça l'est. Donc l'échec total, c'est surtout avec ce qu'on pensait être devenu. Forcément, l'équipe de France sort de 2 campagnes, médaille d'argent, Jeux Olympiques, en passant proche de l'or, puis Eurobasket, médaille d'argent. Donc ça l'est surtout avec ce qu'on pensait être devenu. Ça me rappelle aussi l'humilité. Je ne l'ai pas dit assez fort avant que l'on commence la compétition, mais on ne peut pas être performant à ce niveau dans un tel concert de concurrence si on n'a pas l'humilité pour se battre. Ça n'empêche pas l'ambition. Bien sûr qu'il faut aussi du talent, mais de ce qu'on a pu faire ces dernières années n'était pas fait qu'autour du talent. Le croire serait une erreur fondamentale. Je trouve cette partie très intéressante. Penser que tout tournait autour du talent. C'est un travail de tous les instants pour être une grande équipe. Et là, clairement, sur ces 2 matchs, on n'en a pas été nul. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur l'humilité. On s'est peut-être vu trop beau, trop vite, notamment par... Enfin, il n'y a pas si longtemps, on avait quand même une génération dorée avec des Tony Parker, Borisio, etc. Et malgré ça, il y avait quand même des matchs pièges et on devait quand même batailler, on devait quand même se battre constamment pour être une équipe forte défensivement, pour battre des équipes qui sont a priori nettement moins talentueuses que la nôtre. Et je pense que ça, on l'a peut-être oublié un petit peu en fait. Ouais, bah, c'est intéressant tout ça. Tu as raison de rappeler que même avec notre génération dorée de Boris Diaw, Tony Parker, les frères Pietrus, Michael Gelabal et compagnie, on a galéré longtemps avant de pouvoir avoir des succès, des médailles et passer au premier plan sur la scène internationale. Moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir en préambule, et c'est pas du tout je cherche pas des excuses à l'équipe de France, je dis pas ça même simplement parce que l'équipe de France est sortie aussitôt du tournoi, mais c'est sur la formule en fait des compétitions FIBA que moi je déteste ces nouvelles formules de compétition FIBA. Il y a trop d'équipes, on en avait parlé ensemble, mais moi je vous avais déjà dit la même chose lors de l'Euro le dernier Euro, on a fini médaille d'argent, mais déjà je comprends pas en fait, je comprends pas. La FIBA veut vendre les droits télé de ses compétitions au plus de pays possible, donc elle a ouvert les vannes. Il n'y a jamais eu autant d'équipes qualifiées pour les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Ça donne des compétitions qui sont peut-être plus excitantes parce que chaque match est très important et finalement il peut y avoir plus d'upsets et de surprises que par le passé. Mais pour moi, un championnat d'Europe ou un championnat du monde, il doit aboutir sur savoir qui est la meilleure équipe du monde, qui est la meilleure équipe d'Europe. Et je pense vraiment pas que ces nouveaux formats mettent... je dis pas que ça empêche que ce soit le cas, mais je trouve pas que ça mette ça en valeur en fait. Et c'est vrai que par le passé, je me rappelle, alors j'ai plus la date, mais justement, je crois que c'était un championnat du monde ou une Coupe du Monde où l'équipe de France réussit parfaitement son premier tour. Dans le même temps, l'Espagne se plante complètement au premier tour, réussit malgré tout à se raccrocher et à se qualifier. Au bout du compte, en quart de finale, on se tape l'Espagne, c'est l'Espagne qui nous sort. Je veux dire, si l'Espagne avait... Je prends cet exemple pour dire, dans la même configuration aujourd'hui, l'Espagne n'aurait jamais passé le premier tour. Et ça, c'est le genre de choses, je trouve ça compliqué, en fait, même pour les athlètes. On en parlait ce matin un petit peu en off, de leur dire, bon, bah, vous allez faire des fenêtres de qualification pendant la saison. Donc déjà, ça, je trouve ça, elles n'ont pas de sens, ces fenêtres de qualification, où finalement, il y a même des mecs qui vont aller se taper, qualifier des équipes dans lesquelles ils pourront jamais jouer, parce que les meilleurs joueurs d'Euroleague ou les meilleurs joueurs de NBA ne sont pas forcément dispo pour jouer ces compétitions. Donc déjà, il y a ça. Et derrière, tu te dis, bon, bah, vous allez vous taper 2 mois de préparation. Et si vous plantez, tu perds 2 matchs, ou tu as une blessure, ou il y a un fait arbitral, c'est pas la seule raison de la défaite de la France, là, l'expulsion de Nando De Colo, mais ça quand même... Là, je partage l'avis de Vincent Collet, ça a été un tournant du match. Je pense que ça a été le tournant du match. Je veux dire, à quel moment les plus gros joueurs...
il y a un moment, ils vont se dire, mais attends, mais est-ce que je vais sortir de ma saison, me taper 2 mois de préparation, et si jamais on n'est pas encore tout à fait rodé, ou s'il y a un match où on se plante, parce que des fois, le haut niveau, c'est ça, des fois, tu te plantes sur un match, t'es même pas sûr de passer au deuxième tour. Je comprends pas, honnêtement, je comprends pas ces formules de championnat. Et alors, je sais que ça peut sembler très franchouillard, chauvin, se dire, ouais, tu dis ça parce que t'es dégoûté, l'équipe de France n'est pas passée. Mais j'aurais le même avis, en fait, si une équipe comme, je sais pas, la Lituanie s'était plantée et que, je sais pas, Luka Doncic avait dû sortir au bout d'un quart-temps, mais qu'il pouvait jouer le deuxième match. Mais en fait, ses chances de l'équipe sont déjà mortes parce qu'ils ont raté le match qu'il faut. Je trouve ça, ouais, voilà. J'aime pas du tout ces formats-là. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a de moins en moins de stars aux Coupes du Monde. Là, il y a le plateau, au niveau des individualités, il y a plein de mecs qui ont fait l'impasse. Tu as plein de matchs à jouer en 2 semaines, c'est très intense. On sait déjà que les franchises peuvent toujours grincer des dents quand leurs joueurs vont faire des compétitions internationales. Là, ça te fait vraiment un rythme très intense, des matchs parfois qui peuvent entre guillemets servir à rien. Je suis désolé, mais là, depuis le début de cette Coupe du Monde, pour un Allemagne-Australie, combien on a eu de matchs sans aucun intérêt, des Liban-Lettonie, etc. Enfin, bref. Non, mais t'as raison de le souligner, parce qu'en plus, ça dilue quand même le niveau de jeu. Je veux dire, si vous êtes assez vieux pour avoir connu les championnats d'Europe où il y avait genre 14 équipes qualifiées, c'était des coupes-gorges en fait. Rien que être qualifié pour un championnat d'Europe, ça prouvait déjà que tu étais une équipe de haut niveau, et derrière, c'était coupe-gorge à tous les matchs. Il y avait un niveau de jeu qui était extrêmement élevé. Là, je trouve que les compétitions sont un peu diluées par ces nouvelles formules. Ouais, je suis d'accord, mais je pense quand même que... Alors, tu l'as dit, hein, c'est pas une excuse, c'était juste parce que tu avais envie de parler de ce format-là, et je suis complètement d'accord avec toi, je l'aime pas non plus. Mais moi, j'avais dans l'idée qu'une équipe comme la France, avec ce qui avait été fait récemment, pouvait pas tomber dans ces pièges-là d'une élimination dès le deuxième match dans un groupe comme celui-là. En plus, une Lettonie sans Porzingis, le Canada qui a été impressionnant, hein, mais qui est une équipe presque nouvelle parce qu'ils se connaissaient, ils n'avaient jamais vraiment tous joué ensemble. Il y a plein de choses qui font que... Moi, ce qui m'a le plus surpris, pour revenir aussi sur ce que tu disais, Antoine, tu parlais de l'humilité, Vincent Collet a parlé de l'humilité. Sur la dernière compétition, il y a eu des petits miracles. Ok, sur l'Euro, on est passé un peu, malgré les absents et tout, il y avait quelques signaux d'alarme quelques signaux qu'on n'a pas voulu voir. Mais moi, je partais dans l'idée que ce serait l'équipe des JO, des derniers JO, et cette équipe-là, moi, tous les jours, je l'imaginais capable de jouer une médaille d'or, indépendamment d'un quelconque manque d'humilité, de talent, de ce qu'on veut. Moi, c'est cette équipe-là que je m'attendais à voir, et c'est pas celle-là que j'ai vue. Et cette équipe-là, pour moi, elle devait faire fi de l'arbitrage, qui a été, défavorable sur des moments clés importants. Et elle devait aussi pouvoir faire fi de ce format un peu pourri, hein, on va pas se le cacher, c'est le format qui est sans pitié, tu as 2 matchs et tu es à la maison. En plus, on commence par le Canada, en plus, c'est ça qui est, tout de suite, t'es mal embarqué. Je pense malgré tout que c'est toujours ça que j'arrive pas à m'expliquer, c'est comment, avec tout ce qui a été fait avant, on a pu en arriver là et pas être capable de surmonter ces obstacles-là, en fait. Non, mais t'as raison, parce que... Ouais, pardon, vas-y Antoine, excuse-moi. Non, c'est juste ça. Je veux dire, en fait, on a l'impression qu'il n'y avait pas de sentiment d'urgence chez les Bleus. Le premier match aurait dû être c'est tout de suite un vrai test, et tu te fais balader, tu es impuissant, tu es incapable de réagir, tu as l'impression de découvrir du basket agressif en défense et de plus savoir comment faire. Tu vois, il y avait une espèce de passivité, comme si on se reposait sur certains lauriers qu'on n'a pas, parce qu'on a des lauriers d'argent, de médailles d'argent, mais on n'a pas... Notre dernier titre, c'était il y a 10 ans, et c'est le seul depuis très longtemps. Donc, Non, c'est clair. Après, des équipes qui arrivent à répéter les médailles d'or, il n'y en a pas. Ça reste. L'Espagne et Team USA restent des anomalies, hein. Il suffit de regarder même sur les championnats d'Europe. C'est très rare qu'une équipe arrive à répéter, à gagner 2 titres, 3 titres dans une même décennie. Ça reste très rare. Par contre, je partage ce que vous avez dit. En fait, finalement. Je partage. Oui, si je partage, je partage. Ce qui est vraiment compliqué, c'est d'en prendre 30 face au Canada de cette manière. Le Canada, très belle équipe. Vraiment, très forte équipe. La défense du Canada, impressionnante, parce que je trouve qu'ils ont les qualités athlétiques de joueurs NBA. De toute façon, leurs 5, même, voire leur top 7, c'est des joueurs NBA. Et la dureté des défenses européennes. Donc c'était vraiment une défense, magnifique défense. Ils ont apporté un challenge à l'équipe de... Ils ont proposé un challenge que l'équipe de France n'a pas été capable de relever. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la deuxième mi-temps, la mi-temps où on se fait exploser. C'est là vraiment où je partage totalement votre avis. C'est le manque de...
c'est comme si on n'avait aucune solution en fait. Et le nombre de tirs à 3 points où les Canadiens sont totalement ouverts en deuxième mi-temps, c'est effectivement là, tu peux pas avoir des ambitions de jouer le très haut niveau mondial en laissant autant de tirs ouverts à des équipes aussi fortes. C'est juste impossible. Et ça, le nombre de fois en deuxième mi-temps, on a vu des joueurs prendre un panier et se pointer du doigt ou avoir un air un peu dégoûté, de genre ouais, mais c'était pas à moi d'y aller, c'était un machin et tout. Ça c'est incompréhensible pour une équipe qui a le vécu qu'elle a, qui est, comme tu l'as dit, Shai, qui sort de une médaille d'argent olympique, une médaille d'argent au championnat d'Europe, avec pas forcément toujours les mêmes effectifs, mais quand même un cœur d'équipe qui est le même. Ça, là, pour le coup, c'est vraiment incompréhensible. Ouais, non, mais c'est bateau de dire ça, et on l'a déjà dit ce matin, mais moi, et c'est peut-être pas le seul souci, mais vraiment l'intensité défensive dont tu parlais et qu'on a vu sur d'autres matchs depuis le début de la compétition, à commencer par le Canada, Australie-Allemagne aussi, dont Antoine parlait tout à l'heure, j'en ai revu un bout en zappant, en mangeant tout à l'heure, c'est pas du tout le même type de match, quoi. C'est pas des équipes qui ont joué avec la peur au ventre. Moi, j'ai eu un peu cette impression-là de la part de l'équipe de France, et c'est ce qui m'a surpris. C'est une équipe dont les joueurs les plus expérimentés ont déjà vécu et traversé tellement de choses que je n'arrive pas à m'expliquer. Je ne sais pas si les joueurs eux-mêmes arrivent à se l'expliquer, parce qu'ils avancent tous des arguments un peu différents. Faudra se regarder dans la glace, un tel. Tu as des gens qui disent que c'est le coach, des gens qui disent que c'est la Fédé, des gens qui disent que c'est tel ou tel absent. Enfin, c'est très compliqué, je trouve, de vraiment d'identifier ce qui n'a pas été, je veux dire, en profondeur, parce que là, en façade, pour moi, c'est vraiment la défense qui est censée être un de nos points forts. Quand tu vois les joueurs qu'on est capable d'aligner sur le terrain, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a choqué. Quand je repense à ces deux matchs-là, je n'arrive pas à me l'expliquer non plus, quoi. Et tu vois, je vais revenir du coup à la première question de Théo, et notamment sur toute l'incompréhension dont on parle, parce qu'on est tous déçus, on est tous choqués. Mais si on réfléchit bien, la dernière compète, il y avait déjà de ça, c'était juste moins choquant. Mais je vous rappelle, au premier tour, les deux équipes fortes qu'on joue, on perd. L'Allemagne, qui défend mieux que nous, c'est quand même censé être notre point fort. C'était la meilleure défense du championnat d'Europe. L'Allemagne nous a étouffés, nous a battus, avec moins de talent pour le coup. L'autre match qu'on perd, c'est contre la Slovénie, en prenant 88 points, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est les deux grosses équipes qu'on joue, on perd. Ensuite, on passe en battant la Turquie et l'Italie miraculeusement. On gagne ces matchs-là. On fait preuve d'un peu plus de solidité mentale que ce que là, on a fait preuve sur cette Coupe du Monde, parce qu'on va les chercher, mais on profite aussi du fait que eux craquent. Mais encore une fois, c'est des adversaires qui sont normalement, je suis désolé, 1 voire 2 crans en dessous de l'équipe de France, et c'est pas leur faire injure ni à l'équipe d'Italie qui a perdu contre la République dominicaine au passage, ni à l'équipe turque qui n'est pas présente à la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quand même des équipes nettement moins fortes. On s'en sort miraculeusement. Alors oui, on bat la Pologne, qui est pareil, encore une fois, pas le même adversaire. En finale, on rejoue contre une équipe forte, et honnêtement, c'est pas la meilleure Espagne de toute l'histoire, et on perd, et assez nettement. Et on avait déjà ce manque de rigueur, ces trous d'air, des passages à vide complet où l'équipe déjouait, ou même avec 10 points d'avance, l'équipe de France pouvait complètement se retrouver à la rue en prenant un 19-2 en 5 minutes. Donc il y avait déjà en fait cette passivité, ce manque de dureté, ce manque de concentration presque. Et après, est-ce que ça vient de Collet? Est-ce que ça vient des leaders? D'où ça vient exactement? Je ne sais pas. Mais au final, ce qui s'est passé contre le Canada et contre la Lettonie, on avait déjà eu un aperçu à l'Euro, aperçu qu'on a tous sous-estimé sans doute, notamment parce que le résultat final donne une fausse impression, c'est-à-dire qu'on finit avec une médaille d'argent, mais c'est un truc qui n'est pas nouveau. Et parce qu'on se disait aussi peut-être que, personnellement, je me disais que la présence de Batum et de Kolo, leur retour en tant que joueurs les plus expérimentés de l'effectif, justement, ça allait nous éviter ce genre de déconvenus au niveau de la concentration, de l'intensité défensive. Enfin, c'est des joueurs qui ont tellement fait de choses que, et au final, c'est deux joueurs qui ont eu du mal individuellement dans la compète. Et le côté leadership, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas. Est-ce que tu as des gens qui, j'ai lu, s'il y avait eu un Tony Parker pour pousser une gueulante à la mi-temps, est-ce qu'il y avait eu ça? Mais bon, on n'en sait rien en fait. c'est ça qui est terrible. C'est très difficile d'expliquer. Je pense que tu as raison, Antoine. Moi personnellement, j'ai peut-être trop sous-estimé. Et tu vois, on en oublie presque. Là, on a les mémoires courtes. C'est vrai qu'on oubliait presque les conditions dans lesquelles ça s'était passé à l'Euro. Mais encore une fois, l'Euro pour moi c'était une parenthèse. Et je m'attendais à voir le même groupe ou presque
qu'au JO. Et pour moi, c'est un groupe qui a regardé Team USA avec Kevin Durant et compagnie dans les yeux, qui n'a pas été si loin que ça de les battre. Et je m'attendais à ce qu'il n'y ait plus les mêmes. Les petites. Oui, on les a battus en ouverture. Et en finale, c'était quand même pas une raclée, loin de là. Donc, c'est ça. T'as raison, il y avait des signaux et on les a peut-être pas vus, ou on a peut-être trop estimé que les joueurs qui allaient venir ou revenir allaient les régler, et ça n'a pas été le cas. Après, pour revenir sur la défense, moi je me demande dans quelle mesure les problèmes défensifs viennent pas des problèmes offensifs en fait. Parce qu'en fait, il y a des problèmes, il y a un manque de playmaking évident. Au dernier championnat d'Europe, c'était le plus gros point noir en fait, en l'absence de Nando. Nando, ceci dit, face au Canada, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Je dis pas que c'était le Nando de Colo déterminant, décisif, tueur, qui a été le meilleur joueur d'Europe à un moment, mais j'ai trouvé plutôt bon. Antoine parlait ce matin de Vincent Collet, de la grosse incompréhension. Moi, c'est pareil, je comprends pas pourquoi Nando était pas sur le terrain au début du troisième quart-temps face au Canada, quand on prend on prend une espèce de raz-de-marée à ce moment-là, et de mémoire. Il faudrait que je regarde le match, mais je me demande si c'est même pas lui le premier joueur à remarquer pour l'équipe de France une fois qu'il rentre sur le terrain, à mettre le premier panier. C'est quelque chose comme ça. Si c'est pas le premier, ça va être le deuxième. Donc il y a ce problème de leadership, je pense, dans la création du jeu. Là, pour moi, j'ai du mal à me l'expliquer parce qu'ils jouent ensemble depuis longtemps, mais en fait, je trouve aucune alchimie sur le terrain, en tout cas, entre Nando et Evan Fournier. Il n'y a pas vraiment de jeu à deux. Et j'ai trouvé qu'il y avait un problème en fait manifeste quand même d'alternance dans le jeu. Tout est sur les extérieurs. On est censé avoir un avantage de taille. Et c'est comme ça même qu'on a titré à nos articles sur Basket Session. On aurait pu jouer small ball tout du long. Ça aurait été pareil. Nos grands, on leur a pas donné la balle ou quasiment pas. Et il y a eu j'ai envie de dire, là où il a manqué quelqu'un, je pense, dans le leadership offensif. Et ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va mettre des points, c'est quelqu'un qui va établir un rythme de jeu sur lequel on va se caler. Parce qu'en fait, ce qui m'a sauté aux yeux au début du match contre le Canada, c'est le fait que pendant peut-être les 6 premières minutes, tout le jeu était pour les extérieurs. Il n'y avait pas d'alternance du tout dans le jeu. Et il y avait un tas de tirs qui étaient soit précipités, soit la balle circulait pas, et de toute façon, après, il restait 7 secondes, donc on allait dribbler sur place, appeler pour jouer un pick and roll. Donc quand je dis ça, bien sûr, on se tourne vers Evan Fournier, parce que c'est lui qui était le leader offensif de cette équipe. Moi, j'aime bien Evan, dans le sens où j'aime bien son franc-parler. Je pense que c'est un joueur de haut niveau, vraiment. C'est un très fort attaquant. Défensivement, il a progressé. Par contre, c'est pas un créateur, et j'ai trouvé, à titre personnel, qu'il y a pas mal de moments où il avait forcé le jeu. Alors derrière, on peut dire heureusement qu'il y avait Evan, parce que sans lui, qui aurait marqué? Et en même temps, dans une certaine mesure, je trouve qu'il a phagocyté quand même un petit peu le jeu offensif de l'équipe, et que ça a créé ce jeu où on joue à 2000 à l'heure en attaque, il y a des tirs qui sont pris de loin tout de suite, et derrière, il faut que tu retournes défendre. Après, tu repars, tu retouches pas encore forcément la balle, et boum, il faut que tu retournes défendre. Au bout d'un moment, ça use tout le monde, en fait. Vraiment, ça use tout le monde, en fait. Tu peux pas... j'avais l'impression un petit peu de regarder j'avais l'impression qu'on était comme dans la situation du moment où on avait Tony Parker au milieu des années 2000, où on parlait de Tipeee dépendance, et on se disait, d'un côté, donc il y avait les pros et les... Enfin, pas les pros et les contres, mais certains disaient Tony Parker doit se mettre au niveau de ses coéquipiers, et d'autres disaient, bah non, il faut qu'il joue à 2000 à l'heure, sinon, de toute façon, on peut pas mettre de points. Sauf que là... Evan Fournier, c'est pas le Tony Parker de ces années-là, et le niveau de l'équipe est bien plus haut qu'à l'époque de Tony Parker. Donc j'ai pas compris cette incapacité qu'on a eue à vraiment créer du jeu et à impliquer plus tout le monde, même Gershon Yabusele, qui avait été l'un des leaders offensifs à l'Euro. Là, même en prépa, il avait été, c'était quasiment l'option numéro 1 en attaque. Il était. Et dans l'alternance, il donnait un petit peu d'alternance, un petit peu du tir à 3 points, un petit peu de jeu posté. Là, sur le premier match, je sais même pas s'il a joué un ballon posté. Rudy Gobert, on sait que c'est pas un attaquant, c'est pas Hakeem Olajuwon, ok, c'est pas Sabonis. Par contre, il y a des moments où il roule fort au cercle. Faut lui donner la balle pour qu'il ressorte, en fait. Et je dis pas que j'attends pas de Rudy qui mette 15 points. Ok, je comprends et j'entends les critiques qu'il y a autour de lui quand on le voit rater des choses qui peuvent sembler faciles. Rien n'est jamais facile au haut niveau, mais je comprends ces critiques-là. Par contre, il y a un moment, il faut que le mec il touche la balle, ne serait-ce que pour ressortir, parce que quoi qu'il arrive, il focalise la défense et que ça soit lui. Finalement, c'est Mathias Le Sort, peut-être qu'il s'en est mieux sorti offensivement, en tout cas sur le premier match. Il rentre, il met des points à l'intérieur.
mais il y a eu pour moi il y a eu un problème et un manque de leadership offensif. Et là, quand je dis ça, encore une fois, c'est pas sur qui va mettre le point, c'est qui va mettre en place le jeu, qui va donner le rythme. Et là, la question elle se pose parce que ces questions-là, elles concernent pas que les joueurs. C'est un ensemble staff, consigne de jeu et joueurs. Manifestement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais de toute façon, il faut une locomotive quand tu veux gagner un tournoi. Il faut que tu aies une locomotive en attaque. Evan Fournier, il a été dans le scoring. On peut toujours se poser la question. Ça va sembler injuste, en fait, ce que je vais dire, notamment parce que Fournier a quand même mis des paniers super compliqués. Il va terminer, enfin, je sais, après, ça va dépendre de son temps de jeu dans le reste des matchs, mais il va terminer parmi les meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde. Il sera sans doute le meilleur marqueur des Bleus. Il est à 24 points par match. Il a fait 2 premières mi-temps exceptionnelles contre le Canada et contre la Lettonie en termes d'adresse. Il progresse en défense. J'essaye de vraiment mettre les formes parce que ce que je vais dire derrière peut paraître dur, mais je ne sais pas si tu peux gagner une compétition avec Evan Fournier en leader offensif. Et par leader, je ne parle pas forcément de meilleur marqueur. Je rejoins la définition que tu as donnée, Théo. Bien sûr qu'on peut gagner avec Evan Fournier qui est le meilleur marqueur, mais je parle effectivement vraiment de leadership offensif. Je pense qu'il est trop fort pour être 6e homme dans une équipe de France. C'est impossible, il est à son prime, il est aujourd'hui trop fort. Je ne peux pas dire à Fournier de sortir du banc, même si je pense que malheureusement, c'est un profil qui colle bien à un joker offensif. Et pas un joker offensif qui joue 20 minutes. Je ne vous parle pas d'un Jordan Clarkson qui vient, qui prend 15 tirs. Je parle d'un mec qui joue longtemps, qui joue 30 minutes. On est plus sur du Manu Ginobili, ok ? Ce que fera sans doute Nando d'ailleurs au JO. Je ne serais pas surpris que Nando maintenant sorte du banc. On verra. Je pense, Théo, je pense qu'ils les feront plus jouer ensemble. En fait, le problème, c'est que... Enfin, pardon, je t'interromps, mais il y a ce problème au poste 1, en fait. Parce que si tu mets pas Nando... On a que des joueurs qui sont unidimensionnels. Exactement, et finalement, il y a un moment, il faut quand même que tu aies un créateur, parce que là Nicolas Batum n'est pas pour moi un créateur, mais c'est un joueur qui donnait du liant, qui pouvait, c'est un peu cliché de dire facilitateur de jeu, bref, il jouait ce rôle-là, là il ne le joue plus. Sur cette compétition, en tout cas, il l'a pas joué. Est-ce qu'il n'a pas pu le jouer? Est-ce qu'il peut plus le jouer? Je sais pas. Mais derrière, quand Nando n'était pas là, il n'y avait aucune création. Celui qui a créé le plus, certainement, c'était Sylvain Francisco. Il a joué extrêmement peu à la fin du premier match. Je veux dire, il y a un moment... c'est pour ça, pardon, je vais te redonner la parole, Antoine. Ça me fait une très bonne transition. Même si on disait que Nando a passé son prime et qu'il pourrait aider plus l'équipe en sortie de banc, l'idée me choque pas. Mais en l'état actuel, je vois pas qui peut prendre son spot, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un vrai chantier. Je suis pas sûr non plus d'avoir une réponse. D'ailleurs, je pense que Nilikina est peut-être celui... C'est le meilleur défenseur du lot. Il faut un défenseur. Il faut qu'il y ait au moins un bon défenseur dans le backcourt. Je pense que Nilikina est peut-être celui qui est le plus taillé, sachant qu'il a un peu de gestion en lui. Je dirais que du coup, Nilikina Fournier, mais je suis d'accord avec toi qu'il y aura un problème de création si c'est Nilikina Fournier le backcourt. Et j'en reviens à cette idée de locomotive. Donc je disais, Evan Fournier, aujourd'hui, il est trop fort pour sortir du banc. C'est évident. C'est un très fort joueur, mais ce n'est pas un top 5 dans la compétition. Je pense que Evan Fournier, et je lui manque vraiment pas de respect, c'est pas Shai Gilgeous-Alexander. C'est même pas Anthony Edwards qui n'a pas d'expérience FIBA, c'est pas Luka Doncic, ça c'est sûr et certain, c'est pas Giannis, même si Giannis n'a jamais rien fait avec la Grèce pour l'instant, c'est pas Jokic, c'est pas ces mecs-là. Donc Evan Fournier, il est très fort, mais je sais pas si tu tournes ton équipe autour d'une individualité, c'est pas Tony Parker. Voilà, on peut le dire comme ça. Il y a des moments, déjà avec Tony Parker, quand on voulait jouer comme ça, on gagnait pas. On sort en quart de l'Euro 2012 où contre les Espagnols, pendant tout un quart temps, on regarde juste Tony Parker jouer. C'est ce qui s'est passé sur certains moments dans cette compétition. Il y a des moments où on regardait juste Fournier jouer. Alors Fournier, encore une fois, il met des paniers très difficiles. Il y a des 1 contre 1. Est-ce qu'il les prend parce qu'il est obligé ou est-ce que c'est lui qui amène ces 1 contre 1? Ça, c'est encore une autre discussion. Mais il met des 1 contre 1 difficiles. Mais il n'est pas assez fort pour mettre 50 points et de faire gagner un match à l'arrache. Et c'est vraiment pas lui manquer de respect, selon moi, de lui dire ça. Et du coup, j'en reviens à cette idée de locomotive. C'est est-ce que Wembanyama pourra être une locomotive? Si tu gardes ce 5, Nilikina, Fournier, est-ce que tu as Wembanyama au poste 4 à la place de Yabusele, qui a pourtant été excellent sur des dernières compètes? Est-ce que tu as Wembanyama qui est ton poste 4, mais est-ce qu'il sera prêt à être ta locomotive après une année en NBA? Honnêtement, j'en suis vraiment pas persuadé. Est-ce que tu as Embiid qui vient jouer? Je sais pas. Là, oui, là, c'est sûr. Si tu as Embiid, là, tu as un des 5 meilleurs joueurs de la compète. Mais bon,
Encore une fois, il faut lui passer des ballons à l'intérieur. Il y a cette question de locomotive. Je me demande qui peut être ce leader offensif de l'équipe de France, qui peut être ce mec qui, au-delà de ton aspect collectif, de ta défense, de ta rigueur, si tu te remets à gagner tout ça, ce qui serait déjà énorme, il te faut encore aussi cette petite individualité qui va te faire franchir cette grosse individualité qui va te faire franchir le cap pour la victoire. On parle vraiment de victoire. Et là, je ne sais pas, est-ce que l'équipe de France est capable d'avoir cette locomotive? Hormis peut-être Embiid et Wembanyama dans 3 ans. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette locomotive ou est-ce qu'il y avait juste besoin peut-être de joueurs capables pas de créer des diversions, mais au moins d'apporter un peu d'attention de la part de l'équipe adverse? Tu vois, un Wembanyama, je sais pas s'il aurait été vraiment prêt, s'il n'aurait pas eu beaucoup de pression et tout ça, mais il aurait attiré l'attention, il aurait peut-être justement permis au jeu d'être moins parfois stéréotypé, comme tu le disais avec Evan Fournier par instant. J'arrive pas à savoir. Je pense que dans tous les cas, ce dont tu viens de parler, ça va inciter à revoir les plans. Je pense pas. C'est impossible qu'ils arrivent au JO. Je pense pas qu'il y aura de changement de sélectionneur. Je pense pas qu'il y aura une explosion du groupe. J'ai du mal à l'imaginer. Mais ça va peut-être se jouer à un apport ou deux. Que ce soit Wembanyama, que ce soit un Embiid, même si avec les dernières nouvelles, je suis pas certain qu'on voit Embiid en équipe de France. Mais admettons que ce soit Wembanyama, je pense que ça apportera quand même des solutions et sans que ce soit le joueur providentiel, le mec qui va mettre les 45 ou 50 points. Moi, je pense qu'il y a plus besoin de retrouver, ça paraît cliché encore une fois, mais une espèce d'osmose collective et de dynamique collective qu'on a plus vu, tu vois, qui fait que tu peux avoir plusieurs joueurs à 12, 13, 15 points, peu importe, où ils sont tous capables d'apporter à différents moments, comme peuvent le faire les équipes américaines parfois, où match-là, ça va être le tien, celui-là, ça va être le tien, on partage les points. Elles n'ont pas besoin d'avoir un mec qui a 45 points comme la Slovénie ou avec Doncic, ou tu vois. C'est plus ça que j'attends de voir avec l'arrivée d'un éventuel joueur providentiel. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Shai, en fait, parce qu'en fait, je pense que cette équipe-là, elle pouvait quand même faire bien mieux que ce qu'elle a fait. C'était pas simplement un problème de personnel. Et tu donnais l'exemple de SGA, Antoine. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que si on regarde le match contre la France, SGA, il fait une première mi-temps qui est lambda, en fait. Elle n'est pas extraordinaire du tout, sa première mi-temps. Par contre, tout le monde joue. Tout le monde joue du côté du Canada. Il y a un moment, même début de troisième quart-temps, il prend plus de tirs, mais il les met pas. Et puis au bout d'un moment, boum, ça commence à tomber. Et puis comme les joueurs très forts, les joueurs de ce niveau-là, de toute façon, il y a un moment où ça finit. Tu sais qu'ils vont pas finir à 0 sur 27. Il y a un moment, ça va finir par payer. Et en fait, ce qui était compliqué, je trouve, dans les peu de matchs qu'on a pu voir, parce que de toute façon, la compétition est finie au bout de 2 matchs, c'était l'empressement qu'il y avait à mettre des points, en fait, du côté d'Evan. Et même dans le premier match, j'ai été étonné de voir son temps de jeu sur la première mi-temps où il sort très peu, en fait. Il y a même pas. Il sort pas. Il sort et il rentre tout de suite à un moment. Il me semble qu'il sort à la fin du premier quart-temps 1 minute et il revient quasiment tout de suite. Ou peut-être je me trompe peut-être même moins d'1 minute. Je crois qu'il est à 24 minutes à la mi-temps. Donc peut-être qu'en fait il est peut-être sorti quelques secondes. Mais... Alors qu'il sort d'une saison blanche. Il sort d'une saison blanche. C'est vrai que c'est. Donc tu vois, j'entendais, moi j'étais en déplacement, donc j'avais pas Bein, j'avais la chaîne, le compte FIBA, le compte de la chaîne FIBA là, qui est avec les commentateurs en anglais, qui disait il y a un mec qui disait bah oui, comme il a pas beaucoup joué pendant la saison, je pense que Vincent Collet s'est dit que voilà, il avait les ressources, donc il va le mettre beaucoup sur le terrain. Bon, j'entendais, mais quand même, il y a un moment, il faut que tu puisses aller chercher d'autres ressources, en fait. Et tu vois, à ce moment-là, première mi-temps contre le Canada, le score est encore serré, on sent que ça va être un gros match, que ça va être un match dur. Donc je comprends si tu es le sélectionneur et que tu n'as pas du tout confiance dans le reste de tes joueurs pour les mettre sur le terrain, mais moi j'étais quand même assez étonné, en fait, de voir cette surutilisation quelque part d'Evan. Donc c'est pour ça que je disais, il m'a semblé qu'il manquait un leader offensif, et quand je disais ça, il y a quand même une tâche une responsabilité qui est partagée entre le coaching staff, les joueurs sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le terrain et qui n'ont pas pu montrer ou qui n'ont pas assez montré, je ne sais pas. Mais pardon, et excuse-moi, je reprends le fil de ma pensée. Antoine, tu parlais de tes top 5 joueurs. Moi, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne à la dernière compétition, championnat d'Europe. Elle ne finit pas championne d'Europe, l'Allemagne. Moi, je pense que c'était quand même, au bout du compte, certainement la meilleure équipe du tournoi, celle qui a développé le meilleur jeu, même si l'Espagne est toujours aussi incroyable au très haut niveau. Il n'y a pas forcément un joueur top 5, tu vois. T'es un hater de Schroeder, c'est pour ça que tu dis ça. FIBA Schroeder, il est top 5 d'une compète, les gars.
Non, mais il a été bon, Schroeder. Mais honnêtement, je pense pas que Evan Fournier ait quoi que ce soit à... Enfin, attends, est-ce que Schroeder était à l'Euro là? Si, il était à l'Euro. Non, il j'ai était à l'Euro. j'ai un énorme. Non. Schroeder était à l'Euro complètement. Mais je pense pas qu'Evan Fournier, sur le talent pur, ce qu'il peut apporter à une équipe, en termes de talent, je pense pas qu'il ait quoi que ce soit à envier à un Dennis Schroeder. Un Dennis Schroeder. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, je pense qu'en FIBA, c'est moins marqué. Après, moi, les gars, je disais jamais que l'équipe de France ne pouvait pas faire mieux avec ce personnel actuel. Hein. Je parlais de gagne. Pour la gagne, je pense que si vraiment, je me projetais déjà. Pardon, je suis allé trop vite. Je me projetais déjà sur les JO et sur toujours cette ambition de médaille d'or. Mais c'est évident qu'avec le personnel, pour moi, l'équipe a été pas mal construite. D'ailleurs, j'ai lu ça. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve l'équipe, elle est. Après, en fait, de toute façon, si on parle du poste de meneur, il n'y a pas un vivier débordant de toute manière. Après, il y en a que tout le monde peut dire ouais, bah, ça aurait été mieux de prendre Albici ou un tel. Une fois que Nilikina s'est blessé, oui, à la limite, pourquoi pas, ça je veux bien entendre, mais je trouve pas que l'équipe a été mal construite. Par contre, là où je vous rejoins tous les deux, c'est qu'effectivement, sur le terrain, dans le jeu, rien que le match contre le Canada, quand il y a encore 15 points, ce qui est beaucoup, mais qui n'est absolument pas insurmontable, surtout quand il te reste 15 minutes à jouer. Quand tu prends cette espèce de gros écart au début du troisième quart-temps, tu n'es pas encore en train de nager complètement. Et là, à ce moment-là, il y a eu un espèce d'enchaînement, comme tu disais, de tir à 3 points. Une passe, un tir. Des fois, une remontée de balle, un tir. Absolument vouloir tirer à 3 points comme si on voulait absolument réduire l'écart le plus vite possible. Ce n'est pas la nature de l'équipe de France. Ce n'est pas la force de l'équipe de France. Je suis désolé, mais on ne forme pas des shooters d'élite en France. Ça se serait. Je veux dire, voilà. Je joue avec des Serbes au niveau amateur. Leur mécanique, elle n'est pas la même que la nôtre, les gars. C'est pas dans notre ADN d'avoir plein de shooters. On peut avoir des bons shooters. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas shooter, au contraire. Mais c'est censé être du bonus quand on met les 3 points. En tout cas, pour l'instant, cette équipe de France, depuis un moment maintenant, ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais ce n'est pas notre point fort premier. De mettre des 3 points, et on s'est mis à vouloir absolument se reposer là-dessus, alors qu'il y avait vraiment moyen de faire des stops, de jouer autrement, d'essayer de construire en mettant la balle à l'intérieur. Alors ok, il y avait une forte pression sur les porteurs de balles, donc on avait du mal à servir Rudy, à servir Gershon Yabusele, etc. Mais il y avait, je pense, d'autres choses à faire que de juste courir et tirer. Et pareil, je le répète, j'ai dit dans le CQFR ce matin, mais contre la Lettonie, on a joué exactement le basket que la Lettonie voulait jouer, à savoir jouer rapidement, tenter plein de 3 points, essayer d'enflammer la rencontre. En gros, c'est qu'on choisit les armes de l'adversaire et on essaye de les battre avec leurs armes. Je ne comprends pas. Ça, pour moi, c'est des choses qui, sur le terrain, ont pêché. Et je te rejoins, Théo, c'est partagé entre les joueurs, le staff, etc. Et cette absence... Tu parles de leader offensif, mais nous, on n'est pas dans le vestiaire. On peut se demander aussi, est-ce que Nando, sa voix, elle porte dans le vestiaire ? Comment ça se passe au niveau de Batum ? Quel impact il a ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après le premier match, on a entendu vachement, il faut servir la balle à l'intérieur. Le seul moment où on l'a fait, et je vais vous laisser là-dessus, c'est dans le troisième quart-temps contre la Lettonie au début, et c'est le moment où on est passé à plus 11. Et à partir de là, on a eu 5 possessions de suite sur Yabusele. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a dû mettre Tiens, il y a eu un gros coup de pression de Collet. 5 possessions de suite sur Yabusele. C'est peut-être ces 5 possessions du tournoi. Yabusele, il a marqué 7 points sur ces 5 possessions. Il y a eu un 3 points de Fournier. Donc, on met 10 ou 11 points. Je sais, là, peut-être que je me trompe, mais c'est 10 ou 11 points sur ces 5 possessions. Et derrière ça, on a arrêté. On a complètement arrêté. Et on a recommencé à tirer à 3 points en pagaille. Ouais, c'est vraiment ce problème d'alternance, c'est voilà d'établir un style de jeu clair en attaque qui est vraiment problématique. Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais du nombre de pertes de balles, les pertes de balles. Qu'on perde 17 balles contre le Canada et sa défense de fer, je peux le comprendre. Et la Lettonie a très bien défendu. Mais par contre, tu peux pas en perdre 20 contre la Lettonie. Encore une fois, si ton objectif, c'est d'être champion du monde, là c'est pas possible en fait. Tu peux pas en perdre autant face à l'équipe de Lettonie. Et d'ailleurs, au passage, il faut leur rendre hommage. C'est une équipe qui a pas baissé pavillon, qui sans sa star s'est dit bah c'est pas grave, on s'est tapé la préparation, on va aller au bout. Même en étant mené, comme tu disais Antoine, au moment où tu dis bon bah là normalement c'est bon. Ils ont passé les 12 points, l'équipe de France va contrôler, bah ils se sont battus jusqu'au bout. Donc c'est pas simplement si l'équipe de France a déjoué, c'est qu'il y avait un adversaire pour les faire déjouer. Parce que souvent, on dit, bon, bah, c'est que la Lettonie, etc. Au bout d'un moment, les matchs, il faut les gagner. Quand on était vice-champion d'Europe l'an dernier,
on se rappellera plus au bout d'un moment contre qui on a gagné les matchs ou contre qui on les a perdus. Par contre, on a su prendre les matchs qu'il fallait prendre. Donc bravo à la Lettonie d'avoir tapé l'équipe de France et de ne pas avoir simplement remballé le matériel après avoir été mené de 12 points et s'être dit, bah non, finalement, il y a peut-être moyen d'aller chercher cette équipe, quoi. Mais, pardon, vas-y, Chay, vas-y. Non, j'allais dire que j'étais totalement d'accord et que j'en suis venu à me demander après avoir vu et le Canada et la Lettonie et vu ce qui s'y était produit, si on avait vraiment suffisamment pris connaissance des forces de l'adversaire en fait même. Parce que sur le Canada, la manière dont Gilgeous-Alexander a été défendu, à un moment il drivait comme il voulait, c'est comme si les mecs l'avaient jamais vu jouer ou le staff l'avait jamais vu jouer. Et la Lettonie, on sait, ça fait 10-15 ans. Même avant Porzingis, c'était déjà une équipe qui avait ce profil avec des joueurs shooters, des joueurs. Ils ont toujours eu des shooters qui nous ont embêtés. Voilà. À chaque fois qu'on a croisé leur route, ça n'a jamais été facile de toute façon. Mais pendant 48 heures, on a répété que c'était une équipe qui shoot, qu'il ne faut pas la laisser s'enflammer, qu'il ne faut pas la laisser prendre feu à 3 points. On a passé 48 heures après le match contre le Canada, les joueurs, les coachs, les médias, que ce soit beIN Sport, pendant 48 heures, on a eu la Lettonie, adversaire dangereux à 3 points, équipe prenable, mais attention à ne pas la laisser s'enflammer à 3 points. Et on fait un match où on joue à 100 à l'heure, où on court à 100 à l'heure et on encourage tout le monde à shooter. 48 heures non-stop sur ça et c'est comme ça que se passe le match. Alors du coup, dans ces conditions-là, un peu toujours se demander est-ce que c'est des joueurs qui, dans le flow du match, se disent pas oh la mince, on est en train de les laisser trop shooter, c'est leur style, ça nous va pas, ou est-ce que c'est le staff qui a dit ok, même s'ils shootent, de toute façon, on est meilleur qu'eux, ça va passer. C'est ça qui est frustrant de l'extérieur, c'est de pas savoir ce qui s'est vraiment passé, parce que nous, de l'extérieur, on se dit c'était évident que ça allait se passer comme ça, mais après, dans les faits, comment est-ce qu'on fait en situation pour pas que ça se produise? C'est ça le truc. Ouais, ça va être le chantier. On peut peut-être aussi se projeter un petit peu vers l'avenir. Tu as commencé à le faire, Antoine. Tu as fait aussi un papier sur Basket Session. Là, je vous encourage à aller lire l'article d'Antoine sur les grands chantiers à mettre en place du côté de l'équipe de France. Donc là, notre chance finalement dans ce malheur, c'est qu'on est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc au moins, on se dit pas, on a foiré le mondial et en plus, on ne sera pas au JO. Donc notre équipe sera qualifiée. Il y a toute une génération qui va très certainement aller jusqu'à ces Jeux Olympiques. Il en est de même pour le coaching staff. On pourra revenir là-dessus, mais si je ne me trompe pas, je crois que le contrat actuel qui lie Vincent Collet à la fédération, justement, va jusqu'aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc, il y a une certaine logique aussi, je pense, quelque part, mais ça on pourra en débattre, aller jusqu'à cette compétition avant de remettre un certain nombre de choses à plat à plat. Moi, ce qui me marque un petit peu, c'est ce que tu disais, Antoine, sur le poste 1. C'est vrai que ça aurait pu être Andrew Albissi, ça aurait pu être un tel. Il n'y avait pas non plus, c'est pas non plus comme s'il y avait une solution idoine. Même, je vous cache pas que je comprends que sous le coup de l'émotion, de la déception, des fois on formule pas exactement les choses qu'on pense de la manière dont on le dit. J'ai trouvé intéressantes les déclarations qui ont été faites par les joueurs après le match. Il y avait beaucoup d'émotions quand Nicolas Batum était au micro de Rémi Reverchon hier après le match. Donc je pense qu'il a aussi été pris certainement un petit peu par l'émotion. Mais il a fait allusion à la non-sélection de Thomas Hurtel. Pour rappel, donc Thomas Hurtel n'était pas sélectionnable parce qu'il a fait le choix d'aller jouer en Russie alors que la charte de l'équipe de France spécifiait que si des joueurs choisissaient d'aller jouer en Russie en raison de l'embargo qui concerne la Russie par rapport à la guerre en Ukraine, ils ne pourraient pas être sélectionnables en équipe de France. Alors, je comprends ce que voulait dire Nicolas Batum. Pour autant, malgré tout le respect que j'ai pour Thomas Hurtel, qui a aidé l'équipe de France à aller gagner des médailles, qui a été un joueur décisif à plusieurs reprises en équipe de France, c'est quand même pas non plus Magic Johnson dans son prime ou Sacha Djordjevic ou je veux dire j'espère que ça sera pas pris de manière insultante ce que je suis en train de dire, mais c'est pas non plus comme si on s'était dit ah bah oui mais forcément il y avait pas Thomas Hurtel donc on pouvait pas essayer d'être champion du monde. Je pense que personne s'est dit ça à aucun moment de la préparation. Peut-être que je sous-estime l'impact de Thomas Hurtel, mais je pense pas que ça soit une réalité. Du coup, pour aller vers l'avant, vers les prochains Jeux Olympiques, Antoine, je vais peut-être te passer la parole, vu que tu as écrit ce papier sur Basket Session aujourd'hui, sans forcément que tu rentres dans tous les détails, mais quels sont, selon toi, les grands chantiers, ou du moins les grands axes de travail pour préparer au mieux les Jeux Olympiques ? La MEN, ça c'est évident. Après, on peut parler après de chacun des sujets individuellement, mais c'est vrai que la MEN, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une solution, mais il faut des créateurs, ou au-delà du poste purement de meneur de jeu, en tout cas, il faut des playmakers, des créateurs, des joueurs capables de créer pour les autres.
Ça, c'est un grand chantier. En un an, ça me semble d'ailleurs très, très limité en temps, sauf si un joueur venait à se révéler. J'entends des fois le nom de je vois beaucoup. Il y a beaucoup de passionnés de NBA évidemment en France, donc on voit beaucoup le nom de Killian Hayes. Killian Hayes, il s'impose déjà pas encore en NBA. Il a aucune expérience avec les A. Alors oui, il a joué au basket FIBA, oui, il a joué dans les équipes de France jeunes, mais il fait pas du tout partie de ce groupe. Il a même pas été retenu une fois. Alors, et là peut-être pour le coup à tort, même pas été retenu une fois pour une phase de prépa, tu sais, où au moins tu fréquentes un peu les cadres, tu joues un peu avec cette équipe de France. Là, pour moi, ça semble. J'ai très peu de chance, selon moi, ce qu'on voit Killian Hayes, en tout cas, certainement pas en tant que titulaire. Après, s'il est pris dans le groupe de présélection et qu'il finit par gagner sa place, oui, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit la solution. Pour le combo défense playmaking, c'est plutôt c'est un profil intéressant quand même. C'est pas, je suis d'accord. Je sais pas du tout si ça aurait bien fonctionné, si ça aurait changé quoi que ce soit, mais en tout cas sur les éléments qu'il est capable d'apporter, c'est un peu ce qu'a fait défaut aussi là à l'équipe de France. Donc je trouve pas ça insensé de penser qu'il aurait pu. Ah, mais il a un profil intéressant, je suis d'accord, il a un profil intéressant et ça mériterait qu'au moins une fois on les fait venir dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fait, j'ai pas l'insight là-dessus, mais peut-être qu'il sera dans la sélection élargie et que du coup il gagnera sa place, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai du mal à me dire que là aujourd'hui tout de suite la solution miracle à la main serait d'avoir Killian Hayes qui n'a pas joué une compète avec les Bleus. Donc il y a ça, il y a donc ce chantier-là sur la main. Il y a une mentalité à revoir. Tu parlais de Théo, juste sur le match, là, tu parlais de la Lettonie qui n'a pas arrêté de se battre. Mais parce que juste. Et Vincent Collet l'a souligné aussi, d'ailleurs, et Rudy Gobert aussi en a parlé. A rendu hommage, je tiens à dire que d'ailleurs Fournier comme Gobert ne sont pas cachés, ont rendu hommage à la Lettonie qui s'est battue tout du long. Mais cette mentalité de guerrier, elle est passée où ? C'est d'autant plus frustrant pour nous, c'est de se dire, mais pourquoi nous, on n'a pas cette mentalité-là ? Pourquoi nous, on n'a pas cet état d'esprit ? Et j'en reviens à l'humilité, pourquoi nous, on ne continue pas de se battre comme des morts de faim et comme une équipe qui n'a jamais rien gagné ? Alors, on a gagné des médailles, on a gagné une compète, mais on devrait garder cette espèce de mentalité d'underdog, tu vois. Et voilà, ça, pour moi, c'est un chantier, c'est toute cette histoire de rigueur. Comment ça se fait qu'à un moment, ça fait 10 ans en équipe de France, et ça peut être une conversation du coup sur le sélectionneur, mais comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'on n'a pas de rigueur ? Comment ça se fait qu'il y a des équipes qui ont moins de talent, mais qui, elles, pour le coup, arrivent à avoir cette rigueur ? Pourquoi nous, on ne développe pas à un moment s'appliquer à jouer des systèmes, s'appliquer à faire des passes ? Il y aura toujours des ballons perdus. Même la meilleure équipe du monde, elle perd des ballons, c'est normal. Mais en perdre beaucoup à chaque match, à chaque compète, ça commence à un moment à... Tu te dis, c'est pas juste le hasard, tu vois, il y a un vrai défaut sur cette rigueur et sur cet état d'esprit, sur cette mentalité, sur la rigueur défensive. Donc ça, pour moi, c'est un autre chantier qui est plus dans les têtes. Si je peux intervenir juste une seconde sur la rigueur, parce que c'est vraiment une notion qui est intéressante, je trouve, Antoine. Je pense qu'on en a fait preuve quand même par moment par le passé. C'est pas comme si on n'avait pas eu du tout ces 10 dernières années. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que de l'envie, il y en avait. Moi, à aucun moment, je remets en cause l'envie et même l'implication des joueurs. Tu ne tapes pas des préparations, des déplacements à l'autre bout du monde si tu t'en fous. Ça, c'est des poncifs, je trouve, et des clichés, des raccourcis. Je trouve souvent, c'est facile quand on est derrière dans son canapé en train de mater les mecs à la télé et dire « Ouais, mais lui, il n'a pas envie. » Non, il y avait de l'envie. Par contre, effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de rigueur et il y a eu de l'empressement. C'est-à-dire que je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu, c'est que les Lettons, je pense qu'ils ont mieux réalisé que nous face au Canada ou même nous face à la Lettonie, qu'un match, ça se joue. Là aussi, je vais sortir un autre cliché, mais ça se gagne possession après possession en fait. Et que ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, se précipiter. Il faut d'abord que tu gagnes. Si tu gagnes une possession et que tu en gagnes une deuxième et ainsi de suite, ça va t'amener à des bonnes choses. Et là, effectivement, je pense que c'est pour ça le mot rigueur m'a intéressé, m'a interpellé, Antoine. Je pense qu'effectivement, pour le coup, sur cette compétition, clairement, on a manqué de rigueur et de patience dans le fait d'établir des choses et d'établir que ton envie, justement, elle se transforme en volonté palpable sur le terrain et que tu prennes un petit peu l'ascendant. Alors, c'est peut-être un petit peu... c'est dur parfois, c'est peut-être un peu intangible, mais c'est ces moments où tu sens qu'il y a une équipe qui est en train d'imposer sa volonté, mais ça se fait pas par la précipitation, en fait. Ça se fait justement par la rigueur et par l'application d'un certain nombre de principes où tu te dis, non, maintenant, on va appliquer notre jeu, on va l'imposer, notre jeu, c'est ça. Et là, j'ai trouvé que dans cette équipe de France, sur cette compétition, en fait, j'ai eu le sentiment que les gens avaient de l'envie. Evan Fournier, c'est un compétiteur.
il avait envie de briller, mais il avait envie de faire des résultats avec l'équipe de France, ça j'en suis intimement persuadé, mais j'ai pas eu le sentiment que les gens étaient synchrones en fait. J'ai l'impression que, tu sais, que c'est un petit peu comme si chacun avait envie et voulait trop en faire, et en même temps que personne agit d'un commun accord au même moment, et du coup il y avait vraiment des problèmes de synchronisation. Du coup pardon, je m'excuse, je t'ai interrompu Antoine, mais Non, c'est quand pas tu as du parlé de tout, mais rigueur, non. j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme notion. Non, mais justement, c'est ça, c'est fait pour ça, pour qu'on discute ces points-là. Et après, de la rigueur découle aussi un autre chantier qui se rejoint, hein, tout se rejoint un peu, mais c'est l'assise défensive, retrouver une identité défensive dont parlait Shai. Ça, faut quand même. On a le potentiel et les qualités. Forcément, tu regardes les qualités de ton groupe et les qualités du vivier de ton réservoir. Et s'il y a bien un truc qui ressort, c'est que nous, on a quand même, a priori, de quoi construire une équipe capable d'être forte défensivement. Et c'est pas normal qu'on prenne autant de points. Donc, il faut retrouver, je pense, un autre chantier. Et là, pour le coup, c'est les 2 derniers points. Autant la main, c'est pas facile. Autant, je pense que tout ce qui est rigueur, synchronisation et assise défensive, c'est des choses qui peuvent être corrigées d'ici les Jeux. Et après, le 4e point, c'est un truc dont j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est cette histoire de locomotive, c'est savoir, et ça rejoint ce que tu disais Théo aussi, c'est quel sera le leader offensif ou défensif, mais peu importe, mais quel sera le leader sur le terrain de cette équipe de France. Ça, pareil, je ne sais pas si d'ici 1 an, si on aura vraiment une réponse. Je pense qu'il y aura une espèce de leadership. Alors, pour ce qui est de marquer les points, en fait, je pense que ça sera un peu par association, quoi. Il faudra voir. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir Victor sur cette compétition parce que ça s'apprend le très très haut niveau, quoi. Et il a beau avoir tout le potentiel du monde, je pense qu'on peut pas attendre de lui qu'il se hisse dès sa première compétition aux Jeux Olympiques en France, avec la pression de taré qu'il y aura autour de cette équipe, du jour au lendemain, qu'il soit l'un des meilleurs joueurs forcément de la compétition. S'il y arrive, ça sera une super surprise, mais ça va être compliqué. Je pense qu'il faut qu'il y ait différentes personnalités qui puissent s'exprimer offensivement. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, sur la défense, l'importance de la défense, c'est que offensivement, je ne pense pas que la France ait une véritable identité offensive. Les succès de l'équipe de France ont toujours été ancrés par une défense de fer. Et on a des joueurs très forts individuellement. On a un magnifique vivier de joueurs. On est capable, sur certaines compétitions, c'est celle où on va loin, de défendre fort, défendre ensemble. Mais je ne pense pas qu'offensivement, on ait forcément un style de jeu ou une véritable identité offensive qui nous permette de nous reposer là-dessus. Quand je dis ça, je compare avec d'autres pays où tu sais que la Serbie, il y aura toujours un créateur incroyable, voire 2, voire 3, et que derrière, ça va graviter autour de ses joueurs. Ça peut être Djordjevic à l'époque, Teodosic plus récemment, Misic, enfin bref, il y a toujours des joueurs comme ça. La Lituanie, c'est une équipe qui va être plus ou moins forte en fonction de ses individualités. Quand elle a des individualités qui sortent du lot, c'est une équipe incroyable. Mais quand elle n'a pas ses individualités, il y a quand même toujours ce fond de jeu, en fait. Cette école de jeu lituanienne que tu reconnais. Il y a du mouvement de ballon, du pick and roll. Ils sont forts dans le shoot. Nous, je pense pas qu'on ait cette identité forte en attaque. C'est pas la force de l'équipe de France. La force de l'équipe de France, c'est la défense. Et là, je reviens sur ce que tu dis, Antoine. Je pense pas qu'il y ait de succès potentiel possible pour une équipe de France sans une identité défensive forte. Après, on a des joueurs maintenant, on a vraiment des joueurs forts offensivement qui sont talentueux, mais il faut qu'on ait cette assise. Sans cette assise et sans une domination au rebond, je ne pense pas qu'on puisse avoir les exigences, les exigences qui vont avec le fait de vouloir jouer des podiums ou de vouloir jouer lors ou très grandes compétitions internationales. Le seul scénario où il y aurait une locomotive, pour revenir sur l'expression que tu as utilisée, Antoine, et j'ai dit tout à l'heure que j'y croyais très peu, mais finalement, c'est si Joel Embiid vient jouer, ça va peut-être ôter quelques mots de tête en termes d'organisation, de structure de jeu et tout ça. C'est pas du tout une garantie que ça fonctionne. Et moi, de base, vous savez que je suis pas forcément un partisan de sa naturalisation. Mais là, dans tout ce qu'on a dit, c'est le truc qui me paraît le moins flou presque. Je me dis, si Embiid est là, on sait ce qu'il apporte, on sait en termes de personnalité et de style de jeu, on sait que ça va forcément passer par lui. C'est presque le seul truc parce que je dis pas que c'est ce que je souhaite encore une fois, hein, et ça me paraît encore peu probable vu l'incertitude, est-ce qu'il va jouer pour les États-Unis, pour la France, pour une nation, peu importe pour qui il va jouer. Mais c'est le seul où j'ai l'impression qu'on y verrait clair.
Et le reste, moi j'ai envie que. Il y a aussi un scénario où Wembanyama, ça se passe bien pour lui en NBA, il prend la confiance nécessaire. Il a la maturité pour être tout de suite efficace dans une équipe comme ça. Si les autres, je pense que les autres l'accepteraient sans aucun souci et l'aideraient à se fondre dans l'équipe. Moi, c'est là vraiment pour le côté locomotive, parce que pour la défense, c'était une évidence, hein, on l'a dit plein de fois. C'est évidemment le chantier principal parce qu'on s'est toujours construit comme ça, avec parfois juste des mecs qui étaient là en stopper. Je pense à des Charles Cahudi, par exemple, des joueurs comme ça qui ont toujours incarné un peu ce côté défense rugueuse et cette identité. Mais voilà, pour la locomotive, j'ai l'impression que, en tout cas, il y a du storytelling qui peut se mettre en place pour que ce soit Wembanyama, avec l'équipe qui n'a pas performé là, le fait que même si peut-être qu'en sa présence on n'aurait pas fait mieux, le fait qu'il n'était pas là et que donc il y aura de l'espoir qui va naître s'il est bien pris pour les JO, j'ai envie de croire que ça peut aussi passer par lui en partie, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Bleus peuvent gagner sans avoir forcément un mec qui met 45 points comme on voit dans d'autres nations, et collectivement on a normalement tout ce qu'il faut pour être efficace. Si on défend. Voilà, c'est implicite, hein. Pour moi, il n'y a pas de victoire possible ou de médaille possible sans défense, hein, c'est évident. Mais pour ce côté offensif qui nous a parfois manqué, je pense que ça peut passer par là aussi. Ouais. Limite, je vois plus Victor comme pouvant avoir un impact défensif immédiat et cimenter, tu vois, une assise défensive forte. Là, je pense effectivement ça sera un atout de poids. Il sera dans tous les cas, hein. Mais offensivement, en fait, c'est vrai que finalement, j'ai pas forcément le sentiment qu'on a un manque de joueurs qui peuvent mettre des points. J'ai le sentiment qu'on a un manque de joueurs qui permettent aux autres de mettre des points, ou de fonctionnement offensif qui permettent à différents joueurs de mettre des points. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur Wembanyama. Sur Embiid, honnêtement, vu la façon dont les choses se passent, je pense qu'on a plus de chances de voir Daryl Morey invité à l'anniversaire de James Harden que de voir Joel Embiid jouer pour la France aux prochains Jeux Olympiques. Mais ce qui est intéressant, parce que moi je partage ton avis que c'est pas forcément qu'il nous manque des joueurs pour mettre des points, mais plutôt une manière de faire, un espèce de système, ou en tout cas des joueurs qui aident les autres à créer. L'avantage d'avoir un Embiid, justement, c'est que là, j'ai aucun doute sur le fait qu'on passerait la balle à l'intérieur. Non, mais... En fait, je pense Embiid, c'est la star. En tout cas, c'est le mec qui, en termes de talent, pousse tous les autres, que ce soit les Fournier, qui tu veux, les deux Colo, peu importe, Okobo, peu importe. Toute l'équipe serait en mode non, mais on a ce mec-là, on est obligé de lui passer la balle, tu vois. On est obligé de faire autrement. Et du coup, d'un coup, peut-être que Embiid, c'est pas un créateur. Mais par contre, là, tu as une base où tu sais, OK, notre jeu, il commence avec un post-up d'Embiid et on voit ce que ça donne. Ouais. Wembanyama, dans un an, je sais pas. Wembanyama, faut bien comprendre que, bien sûr, que les Fournier, les Gobert, etc., ils respectent tous Wembanyama. Tout le monde respecte son talent, mais c'est pas leur gars. C'est pas leur gars. Il a jamais joué avec eux. C'est pas la même génération. Donc, tu peux avoir du respect, mais tu vas pas te mettre à te dire tiens, toute l'équipe elle va tourner autour de Victor. Tony Parker 2003, après son premier titre NBA, 2 saisons déjà en NBA, la France gagne pas. Alors c'est un Euro, toi Théo t'en as des souvenirs très délicats où la France aurait pu gagner, mais c'est juste pour montrer que même quand tu as un champion NBA, futur All-Star, futur Hall of Famer, pour le coup Parker Hall of Famer, qui arrive dans ton équipe de France, c'est pas tout de suite la garantie. Maintenant, pour rejoindre Shai, je pense que même Wembanyama, sans être Embiid, je pense que c'est même en attaque, je suis aucun doute qu'il aurait un impact défensif, mais je pense que même offensivement, en fait, tu aurais un espèce de point d'ancrage qu'on n'a pas. Je suis sûr que c'est pas un créateur Wembanyama, mais il attirerait tellement l'attention. Je pense qu'il y aura une espèce de jeu qui arrive à se créer autour de lui. De là à gagner, non, peut-être pas, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il va d'un coup faire sa première coupe. Moi aussi, j'aurais voulu le voir à la Coupe du Monde, j'aurais trouvé ça intéressant. De la même manière que Killian Hayes, si quelque part j'ai du mal à l'imaginer au JO, c'est parce qu'on ne l'a pas pris là sur cette Coupe du Monde, alors que ça aurait sans doute été le moment parfait pour le tester. Ça aurait été cool là de tester Killian Hayes et de voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Bon, ça n'a pas été fait. Wembanyama, s'il avait joué une Coupe du Monde, pareil, je me serais dit comme toi, Théo, c'est cool, ça lui permet de tester, et comme ça, Jeux Olympiques, il arrive fort. Et là, j'ai du mal à me dire tout de suite, OK, Jeux Olympiques, il arrive fort sans jamais avoir tâté le terrain d'abord. Peut-être il a participé aux fenêtres de qualification, c'est déjà. Et c'était le meilleur joueur. Ouais. Et c'était le meilleur joueur de l'équipe de France. J'ai aucun doute qu'il sera très fort, même en attaque au JO.
De là à gagner, je ne sais pas. Mais par contre, je pense qu'il y a moyen, effectivement, si tu as de la défense, comme dit Shai, si tu as un vrai collectif et que tu as un espèce de leadership offensif partagé entre Fournier qui va de temps en temps aller mettre ses points, une recherche plus présente de l'intérieur parce que tu as Wembanyama ou Embiid, etc. Enfin, Wembanyama, oublions le cas Embiid, parce que tu as Wembanyama, des relations inter entre Wembanyama et Gobert. Je pense que les deux joueraient ensemble en FIBA, très clairement. Il y a moyen d'avoir une équipe très compétitive et qui compense du coup cette absence de meneur. Et tu peux même te dire que Hurtel serait le meneur, qu'on oublie cette règle ou pas, on verra si la Fédé revient dessus, la Fédé est têtue. Que ce soit Hurtel ou Nilikina, il y a moyen d'avoir une vraie équipe compétitive et intéressante, je pense. De toute façon, il y a moyen. Et même cette année, on avait une équipe qui aurait dû être compétitive. Non, mais c'est vrai que la blessure aussi de Franck Ntilikina a fait du mal, en fait, parce que... Ouais, il était vraiment en forme. Hein. Voilà, aux Jeux Olympiques, il avait été extraordinaire. Face aux Américains, face à Team USA, il avait été très bon. Le problème de Franck, c'est quand même le fait qu'il joue pas beaucoup en saison régulière, quoi. C'est pendant l'année... Bon, après, Evan n'a pas joué, ou quasiment pas joué du tout non plus la saison. Il était performant malgré tout dans son registre. Non, ça va être intéressant. Je pense qu'il y a une autre question qu'il faut aborder, ne serait-ce que parce que ça a été relevé par pas mal de personnes qui suivent le basket. C'est le cas de Vincent Collet. Alors, c'est vrai que quand tu suis, bon, je vous décourage, je vous encourage pas à suivre les résultats sportifs par le prisme de Twitter. Hein, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Là, ça fait quand même, il est pointé du doigt. Largement quand même pour cette contre-performance. Je pense que tout n'est pas comme pour tout le monde en fait. Personne n'est exempt de reproches. Il y a des compétitions où effectivement je n'ai pas trouvé forcément inspiré, que ce soit dans la préparation comme au JO 2016 où c'était un petit peu n'importe quoi, même si je pense que la fédération aussi méritait son lot de reproches pour cette compétition-là. Cette année, on l'a dit, hein, ça s'est joué en 2 matchs de toute façon. Donc il y a des rotations que je n'ai pas forcément compris moi non plus. Moi, je voudrais simplement, je pense malgré tout, et puis après, je vous laisserai donner votre avis, qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, là, il y a quand même une certaine logique à aller jusqu'au JO 2024 avec les cadres que sont Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, les cadres du jeu, et aussi avec le staff technique pour aller au bout de ce cycle. Je trouve que pour moi, il y a une logique là-dedans. Je pense aussi que même si, il y a certainement à raison parfois des moments où on doit pointer le sélectionneur du doigt. Moi, je me rappelle aussi d'une époque où l'équipe de France gagnait pas. Une époque où on changeait de coach tous les 2 ans après le moindre revers, que ce soit après Alain Weiss en 2003, qui aussi avait il avait des torts et des... il avait des torts, il avait aussi des choses à mettre à son crédit. Ou après Claude Bergeau, après l'Euro 2007, où là aussi, je pense qu'il y a eu des énormes erreurs de casting dans la non-sélection de certains joueurs. Mais je me rappelle de ce moment où c'était un petit peu... tu savais pas quel sélectionneur tu allais avoir, où il n'y avait pas d'identité de jeu forte, où ça bougeait tout le temps. Il faut reconnaître que Vincent Collet a un palmarès impressionnant avec l'équipe de France. Pour moi, il y a une logique quand même à rester dans la continuité, aller jusqu'au jeu de 2024. Et ensuite, certainement remettre les choses à plat, voir ce qu'on garde, ce qu'on veut changer. Je ne sais pas quel est votre sentiment, vous, par rapport à Vincent Collet. La question, c'est qu'est-ce que tu fais à la place, en fait, en un an qui tu mets? On connaît la fédération, ils auraient probablement mis quelqu'un aussi du Sérail. Je ne vois pas ce que ça aurait changé. Ou alors, la seule raison, seul scénario que je pourrais comprendre, et encore, ce serait un énorme choc psychologique et tu vas prendre un coach étranger avec une méthode qui n'a rien à voir, quasi militaire, un Serbe, j'en sais rien, tu vois. Peu importe, pas forcément un Serbe, un Italien, un Espagnol, mais quelqu'un qui a des méthodes radicalement différentes et qui changerait tout l'écosystème de l'équipe. Et là, tu tentes un énorme pari, mais je vois pas là, moi non plus, je trouve que c'est à la fois oublier un peu ce qui a été fait avant et on a l'impression à lire les gens que Vincent Collet, c'est un peintre en stratégie, en tactique. C'est pas le cas. Il n'est pas du tout exemple de tour proche. Comme toi, Théo, j'ai pas compris certaines rotations, certaines de 2-3 choses, mais je veux dire, les joueurs sont au moins autant responsables. Peut-être il y a tellement de choses que réduire le problème à Vincent Collet, même si, oui, peut-être qu'il a peut-être fait son temps, j'en sais rien, mais alors, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il aura aussi fait son temps à la fin des JO? Et je pense que lui-même,
Je serais surpris qu'il n'arrête pas après les JO, qu'on passe pas à autre chose. Je trouverais ça, surtout vu ce qui se passerait si Collet était remplacé ou démissionnait, c'est-à-dire prendre quelqu'un d'autre qui est déjà dans le giron de la fédération et qui n'aurait pas des idées de jeu fondamentalement différentes, qui n'aurait pas un impact supérieur sur les joueurs qui sont en place, un vécu supérieur avec ces joueurs-là. Je vois pas l'intérêt vraiment de la pertinence de changer maintenant, en fait. Après, est-ce que je trouve qu'il a été parfait et qu'il est toujours parfait? Non. Mais je pense qu'il mérite aussi qu'on reconnaisse. Moi, tu parlais de l'époque où on n'était pas sûr d'à quoi s'attendre avec cette équipe de France. Moi, je me souviens de l'époque où on gagnait rien, où on n'avait pas de médaille, où c'était même avec un bon vivier, ça marche pas. Là, on est tombé sur une génération et sur un coach qui est capable de presque toujours faire podium ou pas loin quand il y a l'équipe qui. Alors là, voilà, là c'est l'exemple inverse qui vient de se produire par rapport à ce que je viens de dire, mais je veux pas être le défenseur ultime de Vincent Collet, dire que c'est le meilleur coach du monde et tout ça, mais la pertinence de changer sur ce timing-là me paraît pas évidente. Ouais, moi je vais répéter tout ce que vous avez dit. De toute façon, c'était pas prévu de changer de sélectionneur parce qu'on s'attendait pas à prendre un tel échec. Donc ça voudrait dire soit se lancer dans des longues recherches, et ça serait bizarre de pas avoir encore de sélectionneur à 9 mois des JO ou à 8 mois des JO. Soit faire comme t'as dit, et prendre un mec de la Fédé qui est déjà en place, mais au final ça changera rien. Pareil, si imaginons tu prends un coach étranger, ce que je trouve très intéressant comme idée, mais au final lui il va découvrir son équipe pour la première fois qu'en juillet. Parce que ses joueurs NBA, il les aura pas pendant la saison. Donc, d'un coup, il va se retrouver à devoir impliquer des méthodes. Ça prend plus qu'une compète de mettre en place tout ça. Ça n'aurait aucun sens en termes de timing. Je pense qu'effectivement, Vincent Collet, il va aller au bout. Et la transition, elle se fera même au-delà du coaching staff. Je pense qu'après les JO, il y a une génération qui part. On sait que Batum, il arrêtera l'équipe de France. Fournier et Gobert, ils seront sans doute toujours là, mais ils prennent de l'âge. On parlait notamment des bons résultats aux JO 2021 avec le tandem Fournier-De Colo. C'était déjà il y a 2 ans. Voilà, je donnais l'âge de De Colo tout à l'heure. Encore une fois, c'est un joueur que j'adore. Hein. C'est vraiment pas, mais voilà, il avait 34, maintenant il en a 36. C'est pas pour l'enterrer, mais il y a une génération de joueurs qui va changer. Derrière, on a des Victor Wembanyama qui sera bien sûr le nouveau visage, on l'attend tous. Des Ousmane Dieng, des Kylian Hayes, des Koulibaly, Sissoko, etc. On ne sait pas exactement, des Rizaché. On verra qui va se développer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement de génération avec Gobert et Fournier qui seront là pour faire l'accompagnement comme l'ont fait d'autres avant. Et il y aura sans doute aussi peut-être un changement de coach, mais là, tout de suite, je ne le vois pas. Et ce n'est pas pour défendre Collet, c'est juste un point de vue logique. Vincent Collet, je pense quand même que ça reste un très bon coach. C'est très facile de taper sur le sélectionneur. Après, par contre, oui, il y a des erreurs. Est-ce qu'il a fait son temps ? Peut-être, mais peut-être qu'en fait, il l'avait déjà fait à un autre moment et qu'on a préféré continuer. Peut-être que ça fait déjà 2 compètes qu'il a fait son temps, mais encore une fois, au JO, on fait médaille d'argent. Je pense que Vincent Collet, c'est quand même un mec qui a eu des principes et qui a su aussi faire évoluer des choses et qui a vraiment développé un groupe. Maintenant, voilà, je disais tout à l'heure, il y a eu des soucis qu'on retrouve depuis quelques compètes et elles sont sans doute aussi dues à sa façon de faire, mais c'est pas le moment de changer. Donc clairement, on va rester sur le même sélectionneur et c'est un sélectionneur qui a déjà gagné des médailles et qui est tout à fait capable de gagner une médaille à Paris, que ce soit l'or, l'argent, le bronze, on verra, mais il est tout à fait à même, lui, son staff et les joueurs, de mener l'équipe de France très loin. Donc. Moi, le changement radical, je le veux bien, mais sans doute après les JO, quoi. Parce que là, maintenant, voilà. ça me paraît très, très risqué. Après, on a déjà vu des missions commando et ça passait dans d'autres sports, dans d'autres compétitions. Mais ça me paraît un peu risqué en sachant que la pression qu'il y aura, ça a un côté presque rassurant, même si tout le monde ne pensera pas ça, mais le fait de connaître déjà le sélectionneur, qui connaît déjà la plupart des joueurs, qui connaît aussi Wembanyama, si on considère que ça va être un élément important de l'équipe, il le connaît très bien. Moi, je suis pour un changement radical de méthode, mais après les Jeux Olympiques, en fait. Une fois qu'il y aura des nouveaux joueurs, et moi, je suis plutôt pour même un coach étranger qui apporte une nouvelle façon de faire les choses, ça m'irait très bien aussi, parce que je pense que malheureusement, c'est très, très dans la façon de faire les choses, en termes de coaching, de plein de choses en France, et j'aimerais voir des choses différentes, mais je pense que le moment n'est pas venu, en fait. Et la présence de Wembanyama va peut-être pousser d'ailleurs justement aussi des coachs étrangers à taper à la porte. Après, ça serait tout un autre discours, mais moi, dans tout ce qu'on a avancé là, en fait, c'est une ouverture peut-être beaucoup trop profonde, mais
on a peut-être aussi un vrai souci à la Fédé et de formation. On parlait de fond de jeu. Le fond de jeu, ça se développe pas que chez les A finalement en fait. Ça se développe de plein de manières différentes. Si tes joueurs à un moment ils jouent tous de la même manière, c'est peut-être aussi parce que tu les formes tous de la même manière, tu vois. C'est quand même dingue qu'on ait du mal à créer un fond de jeu collectif depuis tant d'années. Alors ça veut pas dire qu'à chaque compète on n'a pas de collectif, c'est pas vrai, c'est pas ça que je veux mettre en avant, mais ça a jamais été le point fort de l'équipe de France, comme tu l'as dit Théo. Et à un moment, tu as envie de poser la question, pourquoi ? Tu sais, tu as envie de te dire, mais pourquoi justement ? Pourquoi on ne sait pas faire ça ? Les Allemands, en quelques années, ils ont réussi à créer vraiment quelque chose avec moins de talent. Et tu te dis, mais comment ça se passe si un jour ces sélections-là qui ont cette base, elles se mettent à avoir justement quelques grosses individualités. On a vu ce que ça donne l'Espagne avec une génération dorée. Et l'Espagne est toujours présente, même avec moins parce qu'ils ont ces principes-là. Et quand il y a une génération dorée, on a une Espagne qui joue, qui rivalise avec Team USA, qui bat Team USA, qui gagne des Coupes du Monde, qui gagne des euros en pagaille. Qu'est-ce que ça va donner si à un moment, les Serbes ils se remettent eux aussi à avoir une génération dorée ? C'est des équipes où d'un coup, tu te dis, mais comment on va rivaliser avec ces équipes-là ? Mais tu prenais l'exemple de l'Espagne, mais on a vu là sur les compètes de jeunes, les Français ont été plutôt bons. D'ailleurs, cette année, c'est pas vraiment le problème. Mais sur le fond de jeu dont tu parles, tu regardes l'Espagne en U16, même U17, tout ce que tu veux. Le fond de jeu, il est là. Le profil des joueurs formés, les fondamentaux mis en avant, c'est pareil des U16 jusqu'aux seniors. Chez les filles, chez les mecs, il y a une forme de fond, de mentalité, de philosophie presque, dont on a parfois l'impression qu'elle n'est pas développée. Après, c'est un programme plus profond. La formation, on maîtrise pas tout là-dessus, mais on sait qu'il y a sans doute quelques manquements à ce niveau-là qui font que on a moins de certitude que d'autres nations, malgré bien qu'on ait un vivier peut-être plus important que la plupart d'entre elles, en fait. Ouais, c'est intéressant. Moi, je vais pas m'engouffrer dans la brèche parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais t'as parlé de philosophie et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas tant sur les formes de jeu, mais par contre, en Espagne, effectivement, il y a une identité de jeu. Tu vas avoir joué des U13 en Espagne. Ils défendent dur, ils jouent la relance systématiquement. Derrière, ils vont se développer, mais tu dis, c'est l'ADN de l'équipe d'Espagne qu'on connaît tout le temps en fait. Et je suis d'accord effectivement là-dessus. Ça va être intéressant quand même parce qu'effectivement, on a eu cet été, après l'été dernier qui avait été un peu catastrophique en niveau jeune, cet été on a fait le plein ou pas loin avec beaucoup de médailles. Il y a une génération de nouveaux joueurs qui va arriver par la suite. Comme tu disais Antoine, il y a des joueurs qui sont aujourd'hui des cadres, que ce soit Fournier, Gobert, d'autres qui pourront assurer cette transition. Je veux pas finir sur une note trop positive, mais je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où effectivement on gagnait rien et tu voyais pas de solution à l'horizon. Je suis déçu de la manière dont on est sorti de cette Coupe du Monde. Je pense que les joueurs le sont énormément aussi, mais je trouve ça bien qu'on soit déçu de pas aller taper des médailles d'or ou pas aller taper des médailles. Pendant longtemps, on était déçus, mais on partait en sachant que de toute façon, on ne pourrait pas aller au bout. Il y a quand même une équipe de France qui a énormément progressé. Derrière des générations qui vont arriver, les Jeux Olympiques qui vont servir de catalyseur avec une pression qui sera énorme quand même. Ça, faut le savoir pour les équipes françaises. Je pense que la suite va être vraiment intéressante à suivre. Et pour boucler sur le sélectionneur, à voir. C'est vrai que sur sélectionneur étranger, pas étranger, ça en soi-même, en soi, c'est déjà comment dire, il y a des différentes philosophies par rapport à ce genre de choses. En France, on n'a jamais fait ce choix-là, en tout cas dans le basket, d'aller chercher des sélectionneurs étrangers. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que ça soit un sélectionneur qui soit respecté par les joueurs majeurs de l'équipe. Et c'est vrai que longtemps, il y a eu une espèce de logique où tu savais qu'après ce coach-là, ça serait... Quand ça a été le tour d'Alain Weiss, c'était pas du tout une surprise que ce soit Alain Weiss. Quand ça n'a plus été lui, on s'est dit derrière ça va être Claude Bergeau. Et il a gagné des titres avec Pau, avec les équipes de jeunes où il y avait les frères Pietrus, Boris Diaw, etc. Donc ça va être son tour. Quand ça n'a plus été Bergeau, on s'est dit, même s'il y a eu un intermède assez incompréhensible où ça a été Michel Gomez, on disait non, ça devrait être Vincent Collet. Il a gagné avec Le Mans, avec une nouvelle génération de jeunes, avec c'est lui le coach le coach fédérateur pour la génération suivante et qui a gagné des titres. Là, il y a un peu plus de flou pour la suite ça doit être TJ Parker alors du coup. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je pense que c'est probablement ça sera probablement. En tout cas, il sera dans le chapeau et dans les têtes d'affiche. Hein. Moi, si j'en déconner, moi. Hein moi, je déconne aussi. Moi aussi, c'est une blague là. Non, moi je blague pas. Hein. Je pense que si on regarde la logique et la manière dont ça se passe en France, je pense que TJ Parker sera parmi les candidats
les candidats à être sélectionneurs français. Ça serait la logique de la manière dont ça s'est passé en France, en tout cas. C'est pour ça que moi je veux un changement radical et c'est pour ça que je suis prêt à avoir un coach étranger sans souci. Je vous invite à revenir en arrière de 15 secondes et de regarder juste la tête de Shai quand il vous dit ça. On peut en reparler. Non, mais on peut en reparler, mais moi je suis sûr que il sera parmi les candidats, c'est sûr et certain. À tort ou à raison, ça je sais pas, je vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas c'est sûr et certain. C'est peut-être la seule manière pour que Lasvel change de coach au final. Peut-être que comme ça, que Lasvel changera de coach. Ah, même pas maintenant. Maintenant tu peux coacher en championnat et la sélection. C'est vrai. C'est vrai, Vincent Collet l'a fait pendant longtemps d'ailleurs. Affaire à suivre. Chez les filles, par exemple, si je me trompe pas, Chai, on avait par exemple Valérie Garnier, ouais. Non, mais on avait snobé, Marina Maljkovic, ouais. Tu vois, hein, qui vient d'être remplacée par Valérie Garnier au Fenerbahçe d'ailleurs. D'accord, comme quoi, tu vois. La vérité d'un jour est pas celle du lendemain. Bref, on va terminer là-dessus. Je vous invite à aller lire le papier d'Antoine sur les grands chantiers de l'équipe de France. Il y en a d'autres, hein, des débriefs. De toute façon, nous, on va pas s'arrêter de suivre cette Coupe du Monde parce que l'équipe de France est sur le point de reprendre l'avion de retour. Vous pourrez toujours suivre tout ça sur Basket Session. Les CQFR tous les matins. Je sais qu'on vous le dit à chaque fois, mais voilà, je continue à marteler un petit peu le truc. Let's Session mardi soir à partir de 23h. En tout cas, on vous dit à très vite, sous une forme ou sous une autre. Restez à l'écoute. Nous, en tout cas, on sera là. À très vite. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.